Alors, évidemment, donc maintenant, on va pouvoir étudier le correcteur. Il y a le correcteur qui fait à la fois l'avantage du premier qu'on a vu, du P, I, et on va y rajouter aussi la dérivée. On va tout utiliser. Le côté P qui permet de fignoler une translation, le côté I qui permet de rendre le système précis, le côté D qui permet de rendre le système stable. Donc c'est vraiment le correcteur universel, celui qui va être capable de faire à peu près tout. Et c'est d'ailleurs lui que l'on retrouve dans l'industrie quasiment systématiquement. Même quand un pays pourrait suffire, eh bien les industriels y mettent systématiquement des PID. Alors, quelle va être la fonction de transfert d'un correcteur PID? Je ne vais pas refaire toute la démonstration. L'erreur est proportionnelle, l'erreur corrigée va être proportionnelle à l'erreur, à l'intégrale de l'erreur, plus la dérivée de l'erreur, tout ça avec des additions. Donc, au final, de manière complètement générale, on peut dire qu'il fait une proportion plus une intégrale plus une dérivée proportionnelle, intégrale et dérivée. Bien sûr, on va d'abord l'étudier pour KR égale 1, pour les mêmes raisons que précédemment. Et cette fois, on aura deux éléments de réglage, trois, enfin, on aura surtout le taux I et le taux D à trouver correctement en fonction du système, pour les mêmes raisons que l'on vient de voir avec le PI et avec le PD. Que si on les met au mauvais endroit, évidemment, ils ne vont pas faire leur taf comme il faut, ou alors ils vont ralentir le système inutilement, ou alors ils vont rendre le système instable, alors que l'objectif était de le stabiliser. Alors l'équivalence en zéro, ça va faire quoi? Alors avec les outils que je vous ai donnés, il faudrait remettre tout ça au même dénominateur, et puis on aurait un second degré sur un intégrateur pur. Bon, on peut le faire, hein, c'est une bonne démarche. Une façon d'écrire qu'on a mis tout au même dénominateur qui est intéressante, qu'on trouve dans beaucoup de cours. Elle nous informe qu'on rajoute deux zéros, donc on rajoute deux sauts de plus 90 et on rajoute un saut de moins 90 avec un pôle nul. Alors l'équivalence en zéro, on peut la faire aussi directement ici, c'est tout simple. Bien, quand P devient tout petit, le terme 1 sur P devient très très grand, donc c'est lui qui devient dominant. Il tend vers l'infini quand P tend vers 0. Donc le 1 est négligeable, le taux D fois P avec P qui est tout petit est négligeable. Donc le terme dominant quand P est tout petit, c'est 1 sur taux IP. Et le terme dominant quand P est très grand, c'est le même principe inversé. Quand P est très grand, c'est ça qui devient tout petit. Lui, c'est toujours 1. Et quand P devient très grand, c'est taux dP qui devient très grand. C'est lui qui est dominant. Ça fait taux D fois P. Donc, il est équivalent en basse fréquence à un intégrateur pur et en haute fréquence à un dérivateur pur. Et puis, entre les deux on peut dire qu'on est un peu juste un proportionnel. Juste un fois 1 qu'on n'est ni en basse fréquence ni en haute fréquence. Bon, du coup, là, c'est presque une formalité, hein. Avec les deux autres correcteurs qu'on a vus, franchement, celui-là, il n'y a pas, à en parler 2 heures, parce qu'évidemment, de manière simple et naturelle, on comprend bien que le diagramme de Bode, au niveau de son gain, le correcteur, au niveau de son gain, il va faire quoi avec ce qu'on vient de dire? Eh bien, il est équivalent à un intégrateur pur en basse fréquence qui coupe l'axe à 1 sur tau i, à un dérivateur pur en haute fréquence qui coupe l'axe à 1 sur tau d, et que donc voilà, c'est un peu les asymptotes basse fréquence et haute fréquence que je viens de faire, et que donc notre correcteur PID, il a un gain qui va faire commencer comme un intégrateur pur, passer par un minimum, un espèce de plat, et remonter comme un dérivateur pur. Voilà. Et au niveau de sa phase, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va avoir la phase d'un intégrateur pur en basse fréquence. L'intégrateur pur, c'est moins 90 degrés. À 1 sur tau i, il n'agit plus, l'intégrateur pur. À 1 sur tau d, on passe à un dérivateur pur à plus 90. Ça, c'est la courbe asymptotique, la courbe réelle. Hein. On commence à moins 90, on décroît,
on va passer par 0 et on va remonter jusqu'à plus 90 de déphasage. Et donc, quelque part, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer son action à ce correcteur et ce qu'il est capable de faire? Ben évidemment, il va bénéficier de l'intégrateur pur en basse fréquence. Il y a un I pur en basse fréquence. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, ce que faisait un PI en basse fréquence, le fait d'avoir un gain statique infini, donc il rend le système parfaitement précis, ok, grâce à son action en basse fréquence. Et en haute fréquence, eh bien, on bénéficie de l'action dérivée pure. Donc en haute fréquence, il fait plutôt un D pur. Donc on bénéficie du fait qu'il ajoute 90 degrés de phase, donc il éloigne la courbe du point critique, donc il stabilise. Vous voyez, je résume, mais finalement, ai-je besoin d'en dire plus avec tout ce qu'on vient de voir? Et puis entre les deux, bah, ça veut dire qu'on va à un moment se retrouver quasiment à la courbe non corrigée. Il va y avoir un point pivot où on n'a pas vraiment déformé la courbe. Et puis là, évidemment, c'est l'action de la dérivée qui est évidente et qui est utile. Vous comprenez ce que j'ai mis en résumé? Ouais. Ouais, c'est bon? Donc voilà, c'est bien le correcteur à tout faire. Bah, c'est le correcteur, on se dit, pourquoi on n'a pas fait celui-là tout de suite? Bon, c'est vrai qu'il y a des fois, même si les industriels, ils utilisent systématiquement des PID, il y a des fois, on pourrait se contenter d'un PI ou d'un PD, suivant les cas. Ou voire des fois d'un P, comme je vous ai dit, un correcteur proportionnel, quand notre système est un premier ordre, ça lui suffit largement. Alors évidemment, si les industriels utilisent un PID à tout va, c'est pas parce qu'ils sont gourmands, c'est parce qu'en fait, et bien entendu, les fabricants nous ont fait des modules de correction, ils ont fait des éléments électroniques qui permettent de faire des boucles et des corrections de boucles, et ils ont normalisé tout ça en faisant un PID intégré que l'on peut facilement régler. Évidemment, tout ça est fait avec des systèmes numériques, c'est très utilisé dans les automates programmables. Il y en a beaucoup dans les automates. Enfin, maintenant, tous les automates programmables, à un moment, ils ont un module PID qui permet de faire une correction PID. Ça peut aussi s'acheter sous forme de petits boîtiers qu'on utilise, qu'on insère dans le système pour faire une boucle et un correcteur PID. Il y en a dans les onduleurs industriels que vous utilisez en NR. Il y a un correcteur PID qui est intégré par l'industriel. Voilà, j'en passe et des meilleurs. Du coup, le PID, c'est vraiment le correcteur ultime, il n'y en a pas de meilleur. C'est ça, c'est le correcteur ultime. Alors, il n'y en a pas de meilleur dans le sens qui fait mieux que ça. Ben, il n'y a pas à faire mieux parce que quelque part, il rend parfaitement précis, il stabilise. Et vous voyez le dernier critère qui peut être le temps de réponse, eh bien, on a encore le P pour mettre de l'amplification. Et comme je vous disais juste avant avec la question, plus on va amplifier dans la boucle ouverte, plus on aura une boucle fermée qui répond rapidement. Donc on a vraiment le I pour rendre précis, le D pour rendre stable et le P pour éventuellement en plus rendre rapide. Alors on peut quand même prendre à nouveau un exemple d'illustration pour reprendre les mêmes philosophies, histoire quand même de bien voir et de bien dire qu'on a bien tout compris. Donc moins 90, le point critique à moins 180, je fais toujours des intervalles précis. Et je vais reprendre symboliquement un cas où on n'aurait pas un grand gain statique, et puis du style, on a un second ordre, voilà, vous voyez, comme ça, hein, qui fait qu'on imagine qu'on a une résonance qui n'est pas négligeable. Ça, c'est mon T2P initial. Alors, que va faire le correcteur PI sur une courbe de ce goût-là? Eh bien, comme je vous ai dit, la zone de basse fréquence, il va la décaler vers l'infini, plus 90, enfin, moins 90. Donc ma courbe, elle va commencer d'ici. Voilà. Il la décale beaucoup, beaucoup en basse fréquence à 0. Il la décale de moins en moins jusqu'à ne plus la décaler du tout au bout d'un moment. Vous voyez l'action de l'intégrale ici, des flèches qui s'inclinent de moins en moins. C'est bien ce que dit le diagramme de Bonn. Et puis en haute fréquence, eh bien, comme on a déjà vu, il décale d'abord un petit peu en phase et un petit peu en gain, puis de plus en plus en phase, mais surtout aussi de plus en plus en gain, jusqu'à avoir un décalage systématique de 90 degrés et un gain de plus en plus important. Vous voyez, il compresse la courbe un peu, hein, il la tasse vers le haut à cause du gain qu'il rajoute. Là, il a tendance à étirer la courbe. Là, il a tendance à tasser la courbe.
Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on aurait une courbe qui pourrait faire à peu près comme ça. Et il va me dire, ah, mais ça peut faire des virages comme ça. Ben, rappelez-vous les exercices qu'on a fait. Oui, il peut y avoir des virages parce qu'on a le pôle nul qui le fait commencer là. On aurait un zéro qui commence à augmenter la phase, un pôle qui fait diminuer la phase, un autre zéro qui fait augmenter la phase. Et en fait, le tout tend vers un intégrateur pur. Quelque part, oui. Quelque part, là, parce que je suis parti d'un deuxième degré, on voit bien qu'effectivement, en réglant mon correcteur, je m'approche de plus en plus d'un intégrateur pur. Ouais. Et est-ce que ça serait cool d'avoir un intégrateur pur? Bah oui, parce que l'intégrateur pur, je peux le remonter autant que je veux. Je ne change pas la précision, je ne change pas la stabilité, mais donc je peux changer le temps de réponse. Donc le rendre très précis. Et puis regardez, je ne savais pas si j'allais vous le faire, mais la question du coup, je vais le faire. Si c'est un peu comme un idéal, mais ce n'est pas forcément ce qu'on veut obtenir. Mais obtenir un intégrateur pur en fonction de transfert corrigé, ça, c'est un peu comme un idéal. Parce que regardez, que se passe-t-il si ma boucle ouverte est un intégrateur pur? Je prends un retour unitaire. Que vaut ma boucle fermée si ma boucle ouverte est un intégrateur pur? Eh bien, regardez, ça vaut chaîne directe 1 sur P sur chaîne directe plus chaîne de retour. Sur 1 plus chaîne directe fois chaîne de retour. Donc, sur 1 plus 1 sur P. Je multiplie en haut et en bas par P et j'obtiens ça. Et qu'est-ce que c'est ça? Un premier ordre passe-bas, qui a un gain statique de 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si mon entrée, ma consigne, elle fait un échelon, que fait ma sortie? Elle a une valeur finale égale à la valeur finale de l'entrée, donc elle finit avec une précision parfaite, elle finit à S égale E. Et comme on a un premier ordre passe-bas, ça veut dire que notre transitoire est forcément quelque chose qui ne présente pas d'oscillation, puisqu'un premier ordre ne présente jamais d'oscillation. Ouais. Ouais. Vous voyez? Donc là, bah, du coup, ça veut dire que d'un truc qui était pourri, je peux bien m'approcher d'un truc quasiment parfait. En tout cas, on avait parlé de la réponse idéale, qui serait d'avoir un échelon pur, ce qui n'est pas possible, mais on est au plus près de la réponse la plus idéale qu'on peut avoir envie. Et c'est là aussi où on voit l'intérêt, c'est que si je multiplie par K, c'est-à-dire que si j'utilise mon P pour monter mon intégrateur, j'utilise une amplification, j'utilise un facteur K, eh bien, si vous regardez ce que ça fait, La si courbe sera là plus j'ai raide. K, pardon? La courbe sera plus raide, elle atteindra plus vite. Exactement. Parce qu'en fait, si là j'obtiens ça, j'obtiens K sur K plus P, ça veut dire que j'obtiens en fait 1 sur 1 plus 1 sur K fois P. Et ça, c'est la constante de temps, 1 sur K. Et vous voyez que plus K est grand, plus la constante de temps est petite. Or, la constante de temps, c'est quoi? C'est le temps de réponse de la réponse indicielle dans un premier ordre. Donc, plus la réponse indicielle, plus la constante de temps est petite, plus la réponse indicielle est rapide. Vous voyez ou pas? Ouais, c'est génial. C'est génial. D'où ce que je vous expliquais, dire, ah oui, mais après, une fois qu'on est bon, si je peux me permettre de gérer avec le correcteur P et de monter la courbe, donc d'amplifier davantage dans la boucle ouverte, eh bien, on voit bien qu'amplifier une boucle ouverte va rendre le système en boucle fermée plus rapide. Et comme c'est un premier ordre, quand on est dans un intégrateur pur, tout en restant absolument stable. Alors les sons, vous savez comment ça s'appelle? Un composant qui est constitué d'un intégrateur pur quasiment parfait, avec un gain de fou. Ben, ça s'appelle un AOP. Voilà, je disais au son, mais en fait à tous les gars qui ont fait de l'électronique, donc à tout le monde, ben, vous voyez, c'est ce qu'on fait. Un AOP, c'est un intégrateur pur quasi parfait, avec un gain de malade, ce qui fait qu'on arrive à des réponses et des systèmes qui sont parfaitement précis et parfaitement stables. Ça veut dire qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut d'un système et que quand on va la servir correctement en utilisant un correcteur adapté, eh bien qu'on va pouvoir approcher d'une réponse quasi idéale
Et donc obtenir la perfection, la précision, l'efficacité que l'on attend de la technologie. Et c'est pour ça que je reviens aux commentaires que j'avais déjà fait. Oui, le monde moderne, la technologie moderne, c'est l'asservissement qui l'a permis. Parce que c'est bien beau de faire des machines, mais si on ne les maîtrise pas, ça ne sert à rien. Et c'est bien ce qu'on fait.